Bonsoir à toutes et à tous, ici au Maroc et ailleurs. En première partie de notre édition de ce soir du débrief, l'actu national. Et dans l'actu national, nous procéderons, en sacrifiant la tradition, à une rétrospective des événements politiques marquants de cette année 2017 qui tire à sa fin. En actualité internationale, nous irons outre-Atlantique pour retrouver l'incroyable M. Trump et sa politique. Pour en discuter avec nous ce soir, Hamid Amouri, enseignant de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, Hassan Alaoui, directeur et éditorialiste de Maroc Diplomatique, et last but not least, Naïm Kamal, directeur de publication du site quid.ma. Pour commencer, messieurs, un rapide tour de table sur cette année politique 2017, sur les grands événements qui l'ont marqué. Naïm Kamal. Écoute, d'abord, moi personnellement, ça fait une toute drôle d'année. On a alterné le bon, le moins bon, on a vécu toutes les tensions, mais on a aussi vécu les bons événements. Et il y a eu une alternance du chaud et du froid. Donc essentiellement, on a eu l'entrée, le retour du Maroc à l'UA, on a eu le blocage gouvernemental, on a eu la qualification du Maroc à l'UA, on a eu le Hoceima, on a eu la victoire de l'Ouidad, on a eu tellement d'événements qu'on ne sait plus comment qualifier vraiment 2017. Mais on va dire que généralement... Ça, c'est pas tout à fait politique. Mais je dis, c'est l'ambiance, parce que tout est politique d'abord. Certes. Et donc, c'est l'ambiance générale d'une année, si on la prend, parce que l'UA, c'était janvier, janvier 2017, et puis la qualification, c'était il y a encore quelques semaines. Et donc, ça fait tout un tour. Ça aurait été très bien si, avec la CEDEAO, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon, ça se fera certainement plus tard. Mais on aurait pu faire une très bonne cuvée, il n'eût été quelques tensions et quelques frictions qui ont marqué notamment les Hoceima, qui ont amené un certain nombre de décisions, des discours royaux, qui ont dressé des tableaux très sombres, donc qui font peur, qui attristent, qui angoissent. Et puis après, il y a eu un certain nombre de décisions pour essayer de mettre tout le monde dans l'ordre de marche par la force de l'exemple. Donc c'est ce que je peux dire globalement sur l'année. Maintenant, si vous voulez qu'on parle d'autre chose plus détaillée... On parlera d'autre chose tout à l'heure. Hamid Amouri. Oui, c'est une année en effet charnière dans le processus de construction de la démocratie marocaine. D'abord, je retiendrai 3 événements. L'un, sur le plan international, c'est forcément le retour du Maroc à l'Union africaine. Le deuxième événement est de nature politique. C'est la deuxième législature après la Constitution de 2011. Et puis, le fait majeur à mes yeux, c'est un fait sociétal, ce sont les événements de l'Hoceima. Voilà, je pense que si on sort indemne, et j'espère qu'on en sortira indemne de cela, la démocratie marocaine n'en sera que plus vigoureuse et plus réelle, en fait. Hassan Alaoui. Moi, de toute façon, je m'inscris dans ce que mes amis viennent de dire, sauf que je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que, à mon avis, 2017, c'est l'année de Mohamed VI. Vraiment. Je le pense, parce qu'il y a eu, comme ils ont dit, un champ très très large d'événements et de décisions conséquentes que, effectivement, on peut vraiment dater, si vous voulez, comme dit notre ami. C'est une année charnière, certes, mais elle n'est pas seulement charnière. Et je ne date pas cette année à partir de janvier. Moi, je m'inscris tout de suite dans le discours, si vous voulez, d'octobre 2016 au Parlement, où Sa Majesté vraiment a marqué le coup, c'est-à-dire, en fait, il a mis en évidence et dénoncé fermement la défaillance, si vous voulez, de l'administration. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, on constate aujourd'hui qu'il y a quand même un relais entre ce discours d'octobre 2016 et aujourd'hui, notamment au niveau, si vous voulez, de l'indexation, je veux dire, de la dénonciation des CRI qui n'avaient pas rempli leur rôle, l'investissement d'une manière générale. Et donc, toute l'année après, bien sûr, il y a eu, à la fois sur le plan national et sur le plan international, des événements marquants et majeurs, tellement
évidents et tellement nombreux qu'on ne peut pas évidemment en parler là en 2 minutes. Je crois qu'on va y arriver tout à l'heure. Dans Naïm a souligné le blocage. Mais il y a aussi, par exemple, la présence de Sa Majesté en Afrique, en Europe, le sommet de Paris donc, sur le climat, magnifique. Tout ça, si vous voulez, c'est une continuité logique qui fait que le Maroc a vécu une année exceptionnelle. Et que j'appellerai, j'insiste, c'est 2017, l'année de Mohamed VI. Alors, il y a une distinction à faire entre l'année politique et l'année diplomatique, parce que toutes les deux ont été extrêmement riches et marquantes d'événements importants. Naïm Kamal, vous parliez de blocage. On est passé d'un blocage politique à un déblocage institutionnel. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces 4 premiers mois où ça pataugeait un peu sur la scène politique? D'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est que c'était un blocage tragicomique. Pourquoi tragicomique? D'abord parce que c'était tragique que l'on puisse, pendant 6 mois, patauger, pédaler dans la mélasse pour essayer de constituer un gouvernement. Et c'est parce qu'on a vu les incidences sur la marche du Maroc, on en a vu les incidences sur les Hoceima, et ça, c'était déplorable de tous les acteurs qui étaient chargés de mener à bien cette mission. C'est comique parce que 60 ans après l'indépendance, on a encore des acteurs politiques marocains qui sont à la tête de formations politiques qui n'arrivent pas encore à mesurer les rapports de force au Maroc. C'est-à-dire à essayer de tenir tête, coûte que coûte, ou alors à sous-estimer ou à surestimer leur propre force. C'est ça ce qui a été, c'est-à-dire cet égotisme dans la pratique de la politique et une mauvaise lecture des résultats électoraux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que le verre n'est pas à moitié vide, mais un quart vide, plutôt un quart plein. Et les 3 quarts étaient vides. Et on a oublié les 3 quarts et on a commencé à analyser le positionnement de chacun à partir de ce quart plein. Ce n'était pas possible. On a oublié le taux d'abstention. On a oublié tous ceux qui n'étaient pas dans le coup, tous ceux que ce jeu n'intéressait pas. Et on a dit, nous sommes ou les plus forts, ou les plus faibles, ou les moyens, ou le relais nécessaire, ou le passage obligatoire, à partir de ce quart. Et c'est là où ça a été, à mon sens, en même temps tragique et en même temps comique. Hassan Alaoui, Naïm Kamal a bien résumé un peu ce passage à vide, tragicomique, comme il dit, sur les 3 ou 4 premiers mois de cette année. Alors, après ces 5 mois de blocage, ces 5 mois de petites phrases en grandes envolées, à quoi vous attendiez-vous, vous, avant ce fameux communiqué royal du 15 mars? Moi, je m'attendais de toute façon à une intervention effective de Sa Majesté. Le 15 mars, ça symbolisait pour moi la rupture quand même d'un processus à sens inverse, c'est-à-dire en fait d'une dégringolade et d'une radicalisation, si vous voulez, du mauvais esprit. Et le 15 mars, évidemment, Sa Majesté a pris, à son retour, je veux dire, il faut le souligner, de l'Afrique, donc à travers un voyage énorme où il a été, donc c'est des pays comme l'Éthiopie qu'on ne connaissait pas, la Zambie et tout ça. Il fallait donc, la Tanzanie, c'est vraiment des contrées un petit peu, j'allais dire, inconnues, entre guillemets, par rapport à notre diplomatie traditionnelle. Là, Sa Majesté est venue, donc il fallait absolument qu'il assainisse la zone de confort. Oui, il a quitté je veux dire, l'Afrique avec ce sentiment qu'il fallait maintenant assainir sur le plan interne. Donc, le communiqué du 15 mars, c'est un communiqué, si vous voulez, logique, parce qu'il s'est référé là aussi, si vous voulez, à la Constitution, votée en 2011, qui est une Constitution claire, où, naturellement, tout ce qu'il a comme attribution, comme pouvoir, de changer la donne, et donc de dire qu'il faut maintenant choisir un autre homme. Alors, le plus important dans cette affaire, c'est qu'il a choisi El Othmani. Il aurait pu, Sa Majesté, on va y revenir. On va y revenir si vous permettez, Hassan Alaoui. Oui, alors, puisqu'on parle justement de ce communiqué du 15 mars, où le roi Mohamed VI a
a démis Abdellah Ben Kilan de ses fonctions de chef du gouvernement en déclarant qu'il allait le remplacer par quelqu'un du parti. Est-ce qu'on peut considérer, vous qui êtes enseignant de sciences politiques, que ce communiqué constitue une forme de jurisprudence constitutionnelle? En fait, pour parler de jurisprudence, c'est lorsqu'il y a absence de texte. C'est là où l'intervenant est appelé à faire un effort d'interprétation pour pouvoir arriver à une solution. Effectivement, dans le cas présent, le roi se positionne constitutionnellement par rapport à l'article 47. C'est cet article qui lui permet de désigner le secrétaire général du parti arrivé au premier lors des élections législatives. Le secrétaire général ou une personne ou un cadre, un membre du parti. Tout à fait. Donc là, il a été conforme à la lettre de la Constitution. Je rappellerai d'ailleurs qu'avant la Constitution de 2011, il y a eu une coutume royale dans le cadre de la nomination du secrétaire général du parti arrivé au premier, si mes souvenirs sont bons, c'est lors de la nomination de Yousfi et lors de la nomination aussi d'Abbas Fassi. C'est devenu une coutume constitutionnelle. Le roi n'a jamais dérogé à cette règle-là. Donc, oui, effectivement, lors de la nomination de Jeton. Une parenthèse. Non, on parle de la Constitution, de 2011, qui a posé certaines règles. L'article 47, c'est-à-dire que le roi nomme le secrétaire général du parti arrivé au premier aux élections. Donc, effectivement, la nomination de C. Abdellah Ben Kilan était conforme à la règle constitutionnelle. Effectivement, le fait qu'il nomme une autre personnalité, ça répond à une conjoncture de crise. Et là, effectivement, il y a absence de texte, de référence constitutionnelle. Cependant, on peut se référer à d'autres articles dans la Constitution qui sont, par exemple, le fait que le roi est garant de la continuité de l'État. Donc, à ce titre-là, il ne peut pas rester en crise. Il y avait une palette de propositions et d'idées qui étaient débattues dans la scène publique, comme par exemple le recours à un gouvernement d'union nationale, le recours à un gouvernement de technocrates. Mais le roi, encore une fois, il s'est conformé à la règle constitutionnelle en nommant le numéro 2 de ce parti. Donc effectivement, on peut appeler cela comme une jurisprudence constitutionnelle, mais qui reste quand même conforme à la règle de la Constitution. On est encore là dans l'esprit à la lettre de la Constitution. La Constitution étant claire, il est vrai, qu'il y a eu plusieurs message adressé par le roi Mohamed VI au chef du gouvernement désigné d'alors, Abdellah Ben Kilan, et qu'après, il y a eu plusieurs rumeurs qui ont été faites, et après, il fallait qu'il y ait un tel communiqué d'explication. Alors, Hassan Alaoui, vous parliez de Saad Zine Al-Othmani tout à l'heure. D'après vous, eu égard à cette disposition que notre ami a soulignée, Sa Majesté a le choix, toujours, de nommer quelqu'un d'autre hors parti gagnant et un autre homme qui n'appartient pas, justement, au parti gagnant. Il aurait pu le faire. Pourtant, c'est ce qu'il a mentionné. C'est ce qu'il a mentionné. C'est ce qu'il a mentionné. Il a mentionné ça dans son communiqué. Au milieu de plusieurs autres possibilités, il a préféré choisir un autre homme d'un autre parti. Ça a été précisé dans le communiqué du 15 mars. Non, la Constitution. Il a dit que la Constitution lui permettait d'avoir. La Constitution est très claire. La Constitution est très claire. Le roi nomme le Premier ministre du parti arrivé en tête des législatives. Et le problème de toute l'interprétation, c'est-à-dire si on arrive, cet homme nommé, est-ce qu'on y va vers des élections ou on y va vers la nomination d'un deuxième homme du même parti, sachant que la lettre de la Constitution est très claire. Il nomme du premier parti arrivé en tête. On ne peut pas déroger à cette règle. Et c'est pour ça d'ailleurs que le roi a tenu à rester dans l'esprit et la lettre de la Constitution en nommant Saad Al-Othmani. Non seulement il a respecté la Constitution dans son esprit et dans sa lettre, mais il a également respecté la hiérarchie
telle qu'elle est dans l'organigramme à l'intérieur du parti. Du PJD. Pour sortir de la Constitution, sachant que Saad Latmani était le président du Conseil national du parti, et à ce titre numéro 2, et lui-même représentant un courant assez fort. Il ne faut jamais oublier qu'avant Ben Kiran, Saad Latmani était secrétaire général du PJD. Il n'y a rien dans la Constitution, il n'y a rien dans la Constitution qui précise que le chef de l'État doit choisir le chef du gouvernement. Pas issu du parti, le secrétaire général ou le chef ou le président du parti. Il n'y a rien qui le dit. Mais dans le communiqué du 15 mars, il y a eu un ensemble d'indications, parmi lesquelles une phrase très importante qui est parmi les différentes mesures possibles. Alors ça, c'est la lecture constitutionnelle. Naïm Kamal, quelle différence personnelle, objective ou subjective faites-vous entre les personnalités des deux chefs du gouvernement, c'est-à-dire Abdel Kiran et Saad Latmani? Non, d'abord parce que je l'ai déjà dit. Succinctement, si possible. Non, oui, succinctement. Non, parce que d'abord, c'est le numéro 2. Ensuite, parce que c'est un tempérament opposé à celui de Ben Kiran. Troisièmement, parce que quand même, il représente un courant. Et il est l'un des hommes de pensée et de réflexion et de stratégie à l'intérieur du PJD. Alors, ce qui s'est passé donc durant les 3 premiers mois de cette année, Hamid Amouri, ne vous incite-t-il pas à penser que cela conduirait peut-être les partis à contracter des alliances préélectorales de manière à clarifier un peu la situation, au lieu d'en arriver à cette situation qu'on a vue par la suite et qui était une sorte de blocage, dû à plusieurs raisons? Le blocage, en tout cas, devrait inciter l'ensemble des composantes du champ politique à une réflexion profonde. D'abord sur eux-mêmes, sur leur propre positionnement au sein du champ politique, et ensuite la possibilité des alliances qui peuvent être envisagées. Je me souviens que lors d'un discours royal, le souverain avait émis cette idée d'une fédération de partis, dans la mesure où les élections ne permettent pas de dégager, mais ce n'est pas uniquement les élections. Mais la loi permet les alliances préélectorales. Oui, bien sûr. C'est aussi le mode d'élection, le mode de scrutin qui ne permet pas non plus de dégager une majorité. Et le code électoral, oui. Donc finalement, je pense que c'est un travail qu'il va falloir mener, que les partis doivent mener sur eux-mêmes. Pourquoi sur eux-mêmes? Parce que les appareils partisans sont dans des situations plus ou moins difficiles, relativement maladives comme situation. On a hérité un ensemble de partis qui ont eu du mal à se restructurer. Il y a l'abaissement du discours idéologique. Donc, je pense que cette réflexion est nécessaire, d'autant plus que cette année dont nous avons amplement parlé devrait inciter à réfléchir, parce qu'on voit bien que les partis n'ont pas joué un rôle crucial lorsque la société marocaine a été opposée à des difficultés relativement considérables. Il faut quand même se l'avouer. Finalement, les politiques n'ont pas été à la mesure d'apporter des réponses claires, précises, n'ont pas pu venir à la rescousse, par exemple, lorsque les problèmes de Hossima ont éclaté. Alors justement, Hamid Amouri, pendant que tout cela se passait à Rabat, il y avait des contestations et des troubles à Al-Hoceima. Hassan Alaoui, malgré le fait qu'on ait toujours parlé de contestations RIFEN, alors même que ces troubles étaient cantonnés à Al-Hoceima, quelle a été votre lecture de ce qu'on peut appeler une crise de Al-Hoceima? Quelle a été votre lecture dans ses origines et dans ses conséquences? Moi, je pense personnellement que la crise de Hoceima, finalement, on a eu l'explication, si vous voulez, ou la grande lecture pédagogique après ce qui s'est passé, je veux dire, avec les résultats maintenant. On arrive aujourd'hui à dire que 60% des projets du programme de développement, n'est-ce pas, ont été atteints. Ça veut dire que tout simplement, il y avait donc un problème de gouvernance, il y avait un problème de bonne volonté politique, il y avait un problème aussi sur lequel se sont greffées les manifestations que moi je comprends à partir du moment où c'était des manifestations. Il y avait un problème aussi de politique politicienne. Oui, j'en arrive. Donc, où se greffaient des manifestations à caractère, au départ, j'allais dire social et sociétal, qui sont devenues évidemment politiques parce que
dans des mouvements comme ça, dans des mouvements de foule, et puis quand il y a des intentions très particulières de certains, par exemple, on ne maîtrise pas tout de suite, d'emblée, un petit peu le cours des choses. Ça a été évidemment, à mon avis, ça a été une crise très très bien gérée, en amont et en aval. Bien sûr, on a craint, on a commencé à craindre pour un petit peu la stabilité de la région. Moi, je n'ai jamais, je veux dire, pris peur quand certains de mes amis ou quelques autres disaient « Ah, le pays est menacé ». Je ne crois pas parce que... La question n'a jamais été posée. Jamais été posée parce que même les forces de l'ordre, disons les forces de sécurité, la police et tout ça, ils se sont vraiment admirablement comportés. Quand on voyait des images au mois de Ramadan, par exemple, après le Ftour, pratiquement 50 mètres, même pas 50 centimètres, pardon, séparer la police et les manifestants, c'était vraiment ce qu'on appelait le bord du gouffre. Et bien, ce gouffre du gouffre a été géré, et il faut en féliciter vraiment, je le dis ici. Ils ont fait preuve de beaucoup de retenue. Parce que c'est une autre conception de la police que nous avons aujourd'hui. C'est une éducation, c'est fantastique. Alors, donc, vous dites que cette affaire a été bien gérée. Il est vrai qu'il y a eu l'implication, l'intervention royale qui a permis de débloquer la situation. Mais selon vous, Hamid Amouri, est-ce que cette crise d'Al-Husseima a montré les limites des institutions de médiation, toutes les institutions de médiation, les corps élus, entre autres? Oui, vous évoquiez à l'instant le fait que c'est l'intervention royale vraiment qui a été décisive et qui a permis de débloquer la situation. C'est la preuve même que beaucoup d'institutions partisanes, relevant de la société civile, les institutions de l'État, n'ont pas forcément joué pleinement leur rôle. Moi, je me souviens des images qu'on avait vues lorsque la commission ministérielle, gouvernementale avait été envoyée et que la réunion avait été tenue avec des responsables de la région, avec des groupements choisis par l'administration. Ce n'est pas ainsi que l'on se met à l'écoute de la société. Il y avait des manifestants, il y avait des personnes, des groupements qui évidemment, se basant sur le droit constitutionnel, sur les droits fondamentaux de l'homme qui permettent de manifester. Effectivement, les manifestations ont pu plus ou moins déraper, mais la sagesse a finalement prévalu et elle a montré l'insuffisance des acteurs partisans à se mobiliser lorsque des crises sont aussi aiguës que celle-ci. Finalement, les partis, on a quand même été à l'écoute de cela, les partis étaient atones, n'avaient pas de position claire, étaient un peu dans le désarroi. Donc finalement, je pense que là, on est arrivé à je dirais, un processus de déconstruction. Il va falloir reconstruire tout cela en partant justement de ce constat d'échec. Et heureusement que je veux dire, la prise en main de ce dossier par le souverain, qui était tant attendu, a permis de revenir à la sagesse et a permis de confier le dossier à une instance qui est la Cour des comptes, qui a opéré conformément à sa compétence administrative, c'est-à-dire le contrôle du management public, qui a permis de révéler ce que tout le monde sait, à savoir les limites managérielles des hommes qui sont en position de gérer des projets de services publics, de gérer des politiques publiques. L'insuffisance, elle est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le discours du souverain a mis le doigt là-dessus. C'est-à-dire que véritablement, ce par quoi nos administrateurs, nos responsables pêchent, par l'efficience de leur politique. C'est-à-dire, est-ce que les politiques ont un impact ou pas sur l'inefficience, pardon, merci. L'inefficience des politiques, parce que une politique efficiente, c'est celle qui a un impact sur la vie des populations. Alors, à la lumière, c'est à ce niveau-là que la reddition des comptes va pouvoir s'opérer à partir de maintenant. Est-ce que vous pensez que cette crise d'Al-Husseima est derrière nous? Que nous allons la laisser en 2017 et qu'en 2018, il n'y aura plus rien? Non, je voudrais juste auparavant revenir sur le problème de l'intermédiation. Et ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'il y a eu des délégations qui ont été à Al-Husseima pour parler, et ils n'ont pu parler qu'à des élus, qu'à de l'administration. Est-ce que cette crise est derrière nous maintenant? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, décidées. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites, d'autres qui attendent d'être faites. On ne peut jamais juger une crise. Moi, ce qui m'intéresse dans cette crise, c'est quand on est dans son circonscrit, voilà, dans son lieu et dans son bastion. Et je crois que
c'est même pas une crise sociale. Ça, on en reparlera un autre jour, peut-être dans les années à venir, les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé à Hoceima. Merci, merci. Nous reprenons après quelques instants de pause. Nous reprenons le débrief après quelques instants de pause. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous faisons une rétrospective de l'année politique 2017 avant d'arriver à la deuxième partie qui est celle de Donald Trump et sa politique aux États-Unis. Hassan Alaoui, je vous avais posé une question sur Saadine Al-Othmani et Ila Ibn Kiran. Et j'avais posé la question au Naïm Kamal. Quelle différence faites-vous entre les deux personnages, selon vous? En fait, il y a une très, très, très grande différence, même une opposition. Autant l'un, je veux dire, était penché vers un populisme primaire, pratiquement, à savoir flatter, pardonnez-moi l'expression, flatter le nombril des gens, et puis sortir tout un langage provocateur exprès à des moments précis, une certaine arrogance, l'histoire de se réclamer de Ibn Taymiyyah et de passer pour et de passer pour un martyr, et nous renvoyer au XIVe siècle, tout ça, et puis le discours sur la femme, sur, j'allais dire, le ballar ou Dakshi, Fanti. Moi, je considère que c'était un caractère quand même assez illustre, assez sulfureux. Atmani, c'est la sagesse, un petit peu la pondération, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un caractère doux, et puis j'aime beaucoup sa manière de gouverner. C'est un peu le sage qui se concerte, qui prend, je veux dire, ne prend acte des choses qu'après en avoir discuté avec ses amis et même des gens extérieurs. Et c'est un pédagogue médicaliste, si vous voulez, permettez-moi l'expression. Donc, il voit un peu les choses, il veut aller au fond des choses tranquillement, sans bouleversement, sans promesses, sans fausses promesses surtout. Et la différence, elle est énorme. On voit maintenant les choses elles avancent par rapport à la gestion de son prédécesseur. Hassan Alaoui, vous parlez au début de l'émission de cette année qui serait celle à marquer sous le sceau de l'année du roi Mohamed VI. On reprend un peu les discours qui ont été faits depuis l'ouverture du Parlement en 2016, la première année de 2016, en octobre 2016, où le discours augmentait crescendo pour aller d'une manière plus acérée, plus acère, plus dure, et pour terminer avec le dernier discours, excusez-moi, où le chef de l'État parlait de séisme. Nous sommes dans ce séisme qui se décline sous différentes manières. Est-ce que vous ne pensez pas, ou est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir au sommet de l'État qui serait celle de la reddition des comptes et de la gouvernance? Oui, tout à fait. C'est une question, on va faire le tour de table pour cette question. Moi, j'estime que c'est une volonté qui a toujours existé chez Sa Majesté, avec une pédagogie, une volonté d'aller, je veux dire, de mettre le doigt sur la plaie, comme on dit, et c'est d'enfoncer les portes, pas les portes ouvertes, mais d'enfoncer les portes avec des discours maintenant qui sont effectivement montés en crescendo, c'est-à-dire une politique de faire un petit peu débloquer les choses, quoi qu'il en soit. Donc il y a eu l'administration, il y a eu évidemment la reddition des comptes qui a été sortie, il y a ensuite aujourd'hui une volonté manifeste un petit peu de mettre en avant, et c'est très important à mon sens, le climat, la politique du climat en haut lieu, avec des discours fermes, des mesures qu'il a annoncées, je veux dire une interpellation de toutes les composantes de la société. Et le fait aussi qu'il aille à Paris avec son fils, son Altesse Royale le Prince Moulay Hassan, ça veut dire une application des jeunes, un symbole, tout ça. Et donc, cette volonté royale de prendre vraiment les dossiers cruciaux, les dossiers chauds qui sont là, c'est pour ça que je dis, moi, l'année 2017, c'est l'année de Mohamed VI. C'est l'année de Mohamed VI, tout simplement parce que les paradigmes, puisqu'on en parle, ça veut dire un changement de vision, non pas dans les fondamentaux, si vous voulez, ils sont là, les fondamentaux très respectés, mais dans la manière un petit peu de les gérer, c'est-à-dire une nouvelle gouvernance au niveau le plus élevé de l'État. Merci. Naïm Kamal. On a parlé de séisme. Cette insistance du chef de l'État sur la gouvernance et sur la reddition des comptes. Sur la gouvernance, je crois que c'était une préoccupation et un souci dès son avènement au trône. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, a-t-il pensé que les choses allaient désormais de soi et que
chemin faisant, on a constaté ou que la crise de la Hoceima a révélé qu'il y a certaines choses qui ne vont pas forcément de soi et qu'il fallait reprendre la main et de manière assez sérieuse, sans vraiment casser la baraque. Parce que le roi a dit, si nécessaire, par un séisme politique. Exactement. Mais un séisme politique, c'est une histoire aussi de magnitude. Oui. De 1 sur 9, est-ce qu'on va, ça va être une sous-couche de 3, de 4, de 5, de 7, 2, 7, 2, 7, 8, là on fait tout tomber et il faut tout reconstruire. Là je crois qu'on est dans des faibles magnitudes et que c'est voulu. Progressive, comme le discours, non, ça commence. C'est-à-dire... En espérant que tout le monde comprenne quel est son rôle. C'est-à-dire, c'est la pédagogie de la force de l'exemple. Voilà ce qui peut advenir si on ne revient pas sur le droit chemin. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais d'accord, c'est partiel, c'est parcellaire, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout de même faire table rase de tout. Il faut juste donner l'exemple, redresser ce qui peut l'être et permettre à la machine de continuer de tourner. Et c'est là l'essentiel. Il n'y a pas vraiment, ça a été dit tout à l'heure hors antenne, vraiment un changement de paradigme. Mais c'est un retour sur la méthode de travail et sur une forme de rappel à l'ordre de toutes les responsabilités qui ont en charge les dossiers, les projets du développement du pays. Hamid Amouri, le chef de l'État, dans ses discours, a fait finalement un rappel de la Constitution où la gouvernance et la reddition des comptes sont clairement mentionnées. Et vous voyez les choses comment à votre niveau de politologue? Le souverain a dit dans un de ses discours qu'il s'agit d'une démocratie institutionnelle, somme toute une démocratie creuse, et qu'il faut asseoir cette démocratie. Il faut qu'elle ait une base solide, un ancrage. Une forme d'apprentissage dans le temps. Oui, apprentissage, mais en même temps, si vous ne contraignez pas les gens qui sont en charge des services publics, des politiques publiques, à faire réellement, à assumer pleinement leurs responsabilités, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il y a en quelque sorte, moi je vois ça comme une sorte de responsabilisation factuelle. Vous êtes en charge d'un dossier, il va falloir nous donner la preuve que votre travail, votre mission a été accomplie effectivement et que l'accomplissement de votre mission, elle est évaluable en fonction de l'impact que cela a sur les populations. Les discours du roi sont on ne peut plus clairs à ce niveau-là. Et donc là, je rejoins tout à fait Naïm Kamal à propos du séisme. Je pense que le roi avait parlé dans son discours de l'éventualité d'un séisme. Si les choses ne venaient pas à changer, n'hésitez pas à créer un séisme. Donc finalement, on n'est pas encore dans le séisme ne s'est pas produit. Il y a eu des responsables qui ont été sanctionnés en fonction de leur degré de responsabilité. Il y a eu des secousses, oui. Donc finalement, quelques-uns sont tombés. Quelques répliques aussi. Et là, ça reprend progressivement le cours normal. Savez-vous qu'il y a plein aujourd'hui de gouverneurs, de caïds, de pachas, de gens impliqués au service des citoyens au quotidien qui ont payé de leur poste. Donc probablement certains seront présentés devant la justice si des délits effectivement commis sont avérés. Donc moi je ne vois rien rien d'anormal que l'application de la démocratie tant attendue par les populations. Vous savez, je pense que le souverain est très attentif il tient le pouls de la société, il est très attentif à la reddition des comptes. Et les petites gens dans les douars, dans les quartiers périphériques, ils attendent à ce que les gens soient sanctionnés en fonction de ce qu'ils commettent comme impair. À la non-application de la loi ou à l'abstinence quant à l'abstention quant à l'opérationnalisation des politiques publiques. Les gens attendent réellement que cette démocratie est une chair. Et cette chair, c'est quoi? C'est le fait que ça retentisse sur leur vie. Et là, je pense qu'on entame une deuxième phase, si vous me permettez, s'il faut donner des images, une deuxième phase de cette démocratie qui est contenue dans la Constitution de 2011.
Merci, messieurs. On aurait encore beaucoup de choses à dire sur la rétrospective de cette année 2017, qui est véritablement une année très riche en événements politiques et diplomatiques, mais uniquement sur le plan interne, elle était très riche. On va passer à la deuxième partie de notre émission, qui est axée sur l'actualité internationale et plus précisément sur la personne du président américain Donald Trump, qui est proche de terminer sa première année en fonction. Alors, le président Donald Trump a pris les décisions qu'il a dit qu'il allait prendre sur la politique migratoire, sur la sortie de l'accord de Paris, sur l'environnement et la protection de la planète, le réchauffement du climat, et dernièrement sur le statut de la ville d'Al-Quds, qu'il a déclaré capitale de l'État d'Israël. Naïm Kamal, finalement, M. Trump a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Êtes-vous surpris par ça? Ou alors vous attendiez-vous à ça quelque part? Non, absolument pas du tout. Et d'ailleurs, moi, Trump ne me paraît pas différent de ses prédécesseurs, notamment les prédécesseurs républicains, ceux qui sont de son ADN politique. Vous savez, la donne essentielle, c'est que, on l'a vu avec Bush fils, on l'a vu avec Bush père, le droit international n'est bon que quand il est au service de leur puissance. Au-delà, ils s'en passent et ils font ce qu'ils veulent. On a vu l'attitude de la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité après le vote, et on voit son attitude aujourd'hui, parce que demain, il va y avoir l'Assemblée générale, toujours sur la question du Quds, pour un vote. Et d'abord, il a dit que c'était une insulte, les 14 qui ont voté pour la condamnation de la reconnaissance d'Al-Quds, et il a dit « nous ne l'oublierons pas », c'est-à-dire une menace. La menace. Et aujourd'hui, elle menace, et il dit à l'Assemblée générale, c'est-à-dire à quelques 180 ou 190 pays, nous allons noter le nom de chacun qui va voter cette résolution, qui ne va pas la voter. C'est le maître et l'élève, finalement. On est là vraiment dans la mégalomanie de la puissance, c'est la romantique. Et donc, il est là. Trump, il la met en scène différemment des autres. Mais quand Bush fils est allé détruire l'Irak, il est allé le faire au détriment et en piétinant le droit international. Il s'est passé du Conseil de sécurité, il s'est passé de l'ONU, il n'y a eu aucune couverture, et il a fait cette guerre dont la région continue aujourd'hui encore à en subir les conséquences. Donc finalement, est-ce qu'il m'étonne? Est-ce que la seule chose qui risque de lui poser problème, c'est la construction du mur avec le Mexique, parce qu'il coûte très cher. Il coûte très très cher. Donc finalement, vous n'êtes pas surpris, vous pensez qu'il s'inscrit en droite ligne de la politique des Républicains? Non, une politique, une politique où le droit national ou le droit international... Juste qu'il est verbalement, disons, moins mûr. Chez nous, en arabe, on dit khadr. C'est tout, c'est toute la différence. Donc en appliquant strictement son programme, Hamid El Amouri, à quelle partie au juste on peut... plus ou moins, on peut considérer que Donald Trump s'adresse à quelle partie de son électorat? On a parlé de l'électorat juif, on a parlé des WASP, White anglo-saxons protestants, on a parlé des évangélistes. À quelle partie s'adresse? Surtout qu'on constate que dernièrement, la politique est plus marquée et plus nerveuse, on va dire. Déjà, la réussite ou l'élection de Trump vient trancher avec les 8 ans passés à la présidence américaine de Obama. Souvenons-nous quand même que Obama, c'est le premier noir élu aux États-Unis. Donc, puis ensuite, dans les présidences américaines, jamais un président n'a été élu alors qu'il a la couleur politique de ses prédécesseurs, après 2 mandats. Donc, il était, bien sûr, les sondages, c'est d'abord l'échec des sondages qui avait prévu l'élection de Hillary. Donc, maintenant, on ne peut pas dire précisément à quelle façon sociologique, à quelle partie de la société américaine il répond. En tout cas, il vient renforcer un clivage entre les Noirs et les Blancs. Et à l'intérieur des Blancs, je pense, beaucoup d'études indiquent que c'est finalement l'Amérique rurale, l'Amérique blanche,
l'Amérique sensible au discours et aux thèses de la superpuissance américaine qu'on ne voudrait pas voir reculer face à la Chine, face à l'Inde, aux puissances montantes, face à la Russie aussi. Donc finalement, c'est un électorat hétéroclite, mais fondamentalement, ceux qui ont une extrême forte idée de l'Amérique. D'ailleurs, lorsqu'il dit que je fais ce que j'avais promis à mon électorat, effectivement, il s'inscrit là-dedans et il démontre, sur le plan extérieur, cette superpuissance, c'est-à-dire qu'il est tout à fait négligent à l'égard des autres partenaires mondiaux, il décide ce qu'il veut de façon unilatérale, c'est un unilatéraliste affirmé. Comme à l'intérieur aussi, il prend à rebrousse-poil l'ensemble des décisions qu'avait décidé le président Trump. Donc finalement, c'est bien sûr les Blancs, bien sûr l'électorat rural, des États du centre. Il a les yeux rivés sur ces sondages qui sont en baisse. Oui, donc... Des gens qui reviennent un peu de l'élection. Absolument, oui. Et bon, bien sûr, maintenant, ça commence un peu à se mobiliser dans les grandes villes, où il y a des intellectuels, où il y a une réflexion ouverte au monde, où il y a une perspective de paix mondiale, et ainsi de suite. Mais voilà, bien sûr, il y a les WASP, c'est véritablement le cœur de cette cible, anglo-saxon protestant, qui a toujours, bien sûr, été là, mais bon, sa montée en puissance n'a pas toujours été affirmée telle qu'il le fait. D'ailleurs, la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël répond à cela. C'est-à-dire véritablement c'est une décision qui remonte à 1996, qui a été prise déjà par le Congrès et qu'aucun président pour calmer. C'est toute la différence que celui-ci a osé sur les autres pour calmer le jeu, sachant qu'elle est là, la décision, elle était prise. C'est juste pour faire autre chose. Il est aujourd'hui, et je suis désolé allez-y, Naïm. C'est qu'il est. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier plan stratégique des États-Unis. Il est belliqueux. Il désigne comme adversaire direct la Chine et les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire que tout ce que l'on a toujours su, c'est une constante de la politique. Ce sont des rapports qui sont dressés régulièrement par la CIA, ça ne veut pas dire que la Maison-Blanche suit. C'est Bush qui est venu lui dire publiquement. Et il a désigné la Chine et dit on va essayer d'organiser avec ces pays des partenariats qui seraient à l'avantage des États-Unis. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas à l'avantage, d'ailleurs on voit le déploiement militaire qui est en train de se faire sous prétexte de la Corée du Nord, dans toute cette zone. Et déjà, à l'avènement de Bush, fils et des néocons, Robert Kagan avait publié un livre. Néoconservateur. Et voilà, c'est ça. Oui. Et il avait écrit que les rapports disent que dans les 20 ans à venir, il prévoit une confrontation directe avec la Chine populaire. Alors, pour sortir de ce panorama, disons, apocalyptique, on va revenir à Donald Trump qui a vécu et qui a convaincu avec les réseaux sociaux. Hassan Alaoui, est-ce qu'on peut dire que qui vivra ou qui a vécu par les réseaux périra par les réseaux? Parce qu'on constate qu'actuellement, politiquement bien entendu, on constate qu'actuellement, il y a un recul de Donald Trump dans les sondages. Oui, heureusement, enfin personnellement je dis heureusement, peut-être pour d'autres malheureusement, mais lui c'est un président qui est vraiment accro aux tweets, bien sûr, il fonctionne avec les tweets, et c'est devenu sa manière de gérer, de gouverner, et moi j'estime en ce moment que Trump, tout ce qu'on voit tout autour de lui, c'est une machine, c'est un étau qui se sert ou qui se resserre, avec les affaires, évidemment, le juge, le fameux juge qui est en train de lui chercher noise avec des preuves convaincantes dans ce qu'on appelle l'affaire russe, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a la confrontation virtuelle, c'est une guerre froide, mais elle est là, avec la Corée du Nord, n'est-ce pas? D'où l'idée ou l'image fantasmagorique un petit peu de fous qui se croisent dans le ciel. Donc Trump et le président de la Corée du Nord. Et puis, surtout, il y a maintenant, dans la pratique quotidienne, c'est-à-dire dans l'immédiat,
il y a un mode de gouvernance qui inquiète à telle enseigne que maintenant il y a des médecins américains qui sont en train de dire qu'il faut quand même le mettre, je veux dire, sur le divan de la psychanalyse, parce qu'il est complètement détraqué. Il a dénoncé l'accord de Paris, qui est un accord signé par toute la communauté internationale. Il a dénoncé tout ce qu'a fait, je veux dire, mais alors, démantibuler tout l'héritage d'Obama sur le programme de la santé. Ça veut dire qu'il va encore appauvrir les citoyens américains. Ensuite, il a sur Cuba, il dénonce l'immigration, n'en parlons pas, parce qu'il dénonce aussi l'accord international des Nations Unies. Comme a dit Naïm, il passe par-dessus bord de l'ONU pour imposer, je veux dire, l'histoire de l'Quds Sharif, n'est-ce pas? Tout ça, évidemment, ça procède à mon avis, d'un amateurisme qui est quand même assez inquiétant, n'est-ce pas? Et la communauté internationale n'a pas du tout, je veux dire, la possibilité de répondre parce qu'il a le droit de veto, le seul des 5 grandes puissances qui s'est opposé vraiment à la décision, je veux dire, du Conseil de sécurité pour revenir en arrière dans l'affaire de Quds et suivi, bien sûr, des menaces de sa déléguée aux Nations Unies. Maintenant, bien sûr, comme il l'a rappelé, c'est l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale, même avec 190 États, qu'est-ce qu'elle peut faire quand on sait que ce pays, il est encore... La seule chose qui va le menacer, effectivement, je vous assure que la seule chose sérieuse, c'est l'affaire du juge. Alors, le juge qui va messieurs, maintenant, si jamais il réussit à prouver, on aura donc une procédure Nous avons commencé par un tour de table. Nous avons commencé par un tour de table. Nous allons finir par un tour de table. Cette procédure dont vous parlez, l'impeachment, c'est-à-dire la destitution du président, qui est dans tous les esprits, à défaut d'être sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais très rapidement, Naïm Kamal. Il est possible comme il n'est pas possible, ça c'est vraiment... Sachant que c'est très rare dans l'histoire des États-Unis. Oui, c'est arrivé avec Nixon en 1974. Elle n'a jamais abouti en fait. Elle n'a jamais abouti avant. Elle n'a jamais Par contre, Johnson et Clinton, il y a eu la procédure, mais qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti avec Nixon, ça a failli aboutir. Mais il a préféré démissionner. Je crois qu'ils essaient de l'éviter, mais quand on enclenche une procédure d'impeachment, c'est généralement pour contraindre le président à se démettre de lui-même. Maintenant, est-ce qu'ils vont y aller, est-ce qu'ils vont le faire? Mais aux États-Unis, on nous avait aussi assassiné des présidents. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une autre histoire. Hamed Amouri. Oui, écoutez, c'est une procédure très compliquée, très difficile, très lente, qui ne s'applique pas uniquement contre le président. Et là, en l'occurrence, il s'agit du président Trump, parce qu'elle est aussi, elle peut avoir lieu contre des juges fédéraux, le vice-président et des hauts administrateurs de l'État. Hassan Alaoui, en quelques secondes, s'il vous plaît, on déborde. Je suis désolé, si Hamid. Non, là, nous sommes en période de crise sous le président Trump, tout simplement parce que il y a l'affaire donc de l'affaire russe, mais il y a aussi maintenant les démissions en cascade de ses collaborateurs ou les départs forcés. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans un état idéalement normal par rapport à la communauté internationale. Et les gens vont de plus en plus s'inquiéter et suivre. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Restez sur Média 1 TV, l'information continue.